Bienvenue à ce symposium sur les interventions auprès des enfants victimes d'agressions sexuelles ainsi que ceux présentant des comportements sexuels problématiques. Alors, dans le cours du symposium, on va avoir 3 présentations distinctes. D'abord, je vais présenter avec Sophie Bousquet, coordonnatrice des services cliniques de la Fondation Marie-Vincent. Par la suite, Lina Normandin de l'Université Laval va présenter le traitement sur la mentalisation. Et finalement, Isabelle Daigneault ainsi que Tatou Parisien du CIAF vont présenter l'intervention pour les enfants qui ont des comportements sexuels problématiques. Alors, il y aura une courte période de questions entre chaque présentation. Alors, on a vu hier, on a beaucoup entendu parler de la prévalence d'agressions sexuelles, on a aussi entendu parler des conséquences. Alors, c'est maintenant le temps d'aborder la question des traitements. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec Sophie Bousquet, j'ai mentionné tout à l'heure, coordonnatrice des services cliniques à la Fondation Marie-Vincent, pour vous parler un peu de ce qu'on a fait à la Fondation Marie-Vincent au cours des 10 dernières années. Alors, comme plan de la présentation, on va quand même aborder un peu le rationnel, pourquoi on a choisi l'approche TFCBT, Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy. Sophie va aborder les principaux objectifs ainsi que les composantes de cette approche-là. On va mentionner les évaluations, les résultats qu'on a obtenus lorsqu'on a voulu vérifier les effets de l'approche. Et par la suite, on a pensé aborder la question des conditions optimales de l'application de ce traitement-là en parlant d'une vignette clinique. Et finalement, on va aborder les défis qui sont rencontrés, puis peut-être les adaptations qu'on peut intégrer à cette approche-là pour faire face aux défis rencontrés. Alors, au niveau du choix de l'approche, il faut se rappeler que le Centre Marie-Vincent a été ouvert en 2005. Alors, à ce moment-là, lorsqu'on a travaillé, en fait, 2 ans avant ça, à partir de 2003, pour essayer d'évaluer et de réfléchir en termes de quels seraient les services implantés au niveau du centre. Alors, à ce moment-là, on a fait des recensions des écrits. On avait aussi mené une analyse des pratiques en sol québécois. Il y a une analyse auprès de plus de 90 organismes qui s'intéressaient, offraient des services en agression sexuelle qui ont été interrogés. Alors, c'est sûr que dans la recension des écrits, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait quand même une bonne variété d'approches qui étaient utilisées pour les enfants, soit des approches psychoéducatives, cognitivo-comportementales, psychodynamiques, des thérapies par le jeu. Il y avait beaucoup de variations aussi au niveau des modalités, donc du nombre de sessions prévues, de la modalité, à savoir si c'est une intervention de groupe, intervention individuelle ou intervention familiale. Et aussi, il y avait un rapport qui avait été publié dans ces années-là, ce fameux rapport qu'on appelle le rapport Saunders, donc publié par le docteur Saunders, qui avait aux États-Unis fait une analyse de plus d'une vingtaine d'approches utilisées pour aider les enfants victimes d'agressions sexuelles ou d'abus physiques. Et dans le cadre de cette approche-là, il avait utilisé un peu une approche palmarès, pour si on peut dire, comme on le voit ici au Québec pour le palmarès des écoles, en essayant d'identifier c'est quoi les critères pour pouvoir témoigner de l'efficacité des traitements. Donc, est-ce que le traitement était basé sur une approche solide, un modèle conceptuel solide? Est-ce que le traitement a déjà été soumis à une évaluation? Est-ce que les résultats en ont été positifs? Alors, à partir de ce répertoire-là, il y a une seule des thérapies qui s'est vue accorder la mention 1 ou la mention excellente, dans le sens que c'était une approche qui avait été soumise à plusieurs évaluations au cours de plus de 10 ans. Alors, c'est l'approche TFCBT. De la même façon, aussi au niveau des méta-analyses qui étaient disponibles, c'est sûr que les résultats semblaient converger vers l'avantage ou les effets positifs des approches de cognitivo-comportementales. Il faut quand même mentionner que c'est dans la réalité où ce sont les approches qui sont le plus évaluées. Alors, lorsqu'on regarde les effets des traitements, dans le fond, 90% des publications portent sur des approches cognitivo-comportementales. Alors, ce n'est pas surprenant qu'au bout des méta-analyses, ce sont ces résultats-là qui sont mis en évidence. Mais ça a motivé le fait de choisir cette approche-là pour déployer les services au Centre Marie-Vincent dès 2005. Alors, à partir de ce moment-là, nous avons communiqué avec une des auteurs originale de l'approche TFCBT qui est venue à Montréal pour former l'équipe clinique du centre d'expertise. Alors, je vais céder la parole à Sophie qui va mentionner les objectifs et les principales composantes de l'approche. Donc, quand on reçoit un enfant Marie-Vincent,
et son parent, parce que c'est une approche où on inclut toujours, je dis parent, mais ça peut être un autre adulte significatif qui accompagne l'enfant. On se donne quand même plusieurs objectifs. Je pense qu'on est ambitieux. Est-ce qu'on réussit toujours? Peut-être pas, mais on part avec cette ligne-là de pensée. Donc, de donner à l'enfant et à son accompagnateur augmenter le sentiment de pouvoir d'agir. Évidemment, bien, on veut diminuer la détresse, les difficultés qui sont directement associées à l'agression sexuelle et aider l'enfant à retrouver le niveau de fonctionnement qu'il avait avant l'agression sexuelle. Évidemment, ce n'est pas toujours possible d'identifier ce niveau de fonctionnement-là avec les enfants. Des fois, on est devant des situations où l'agression sexuelle a duré pendant des années. C'est pas clair quand est-ce qu'exactement ça s'est passé. Donc, des fois, on n'a pas clairement le portrait de ce que l'enfant était avant d'avoir vécu cette situation-là. Mais peu importe, on va au moins viser à augmenter son fonctionnement dans les différentes sphères de sa vie. On va essayer de s'assurer que l'enfant et l'accompagnateur n'entretiennent pas d'erreurs de pensée reliées à l'agression sexuelle et souvent aussi reliées au contexte de dévoilement parce que les gens réagissent fortement. C'est pas toujours clair pour l'enfant. Les gens ont réagi à quoi? Est-ce qu'ils ont réagi à lui, ce qu'ils pensent qu'il a fait de pas correct ou si les gens réagissent plus au fait qu'ils sont un peu sous le choc d'apprendre ce qui est arrivé à leur enfant? On veut évidemment diminuer les risques de revictimisation parce qu'on sait qu'il y a plusieurs enfants victimes d'agressions sexuelles qui peuvent se remettre dans des contextes à risque. On va renforcer certains apprentissages appropriés parce qu'il y a quand même des enfants et des familles qui ont déjà des forces, donc on ne passera pas à côté puis on va aussi les prendre en considération dans le travail qu'on va faire avec eux. On veut augmenter la communication parents-enfants. Nous, comme thérapeutes, on est là de façon très succincte dans sa vie. Donc oui, on va parler avec l'enfant d'agression sexuelle, mais ce qu'on veut, c'est qu'il comprenne qu'il y a d'autres gens autour de lui qui peuvent l'entendre parler de ça et qui sont capables de le supporter. Et évidemment, bien, on veut semer l'espoir. Donc, c'est pour ça que dans la thérapie, il y a une portion qui est axée beaucoup plus vers le futur et le après, et on regarde vers l'avant. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, on passe à travers différentes composantes. Par composante, là, on entend développer certaines habiletés, aborder certains thèmes. La thérapie se divise, on pourrait dire, là, en 3 phases et qui suit normalement pas mal l'ordre là, dans lequel on vous a présenté les composantes. Mais sachez que dépendant des enfants, dépendant un peu du profil ou ce qui ressort à l'évaluation, on pourrait décider de modifier l'ordre des composantes ou d'aller travailler certaines habiletés avant d'autres parce qu'on croit que ça serait plus pertinent. Il faut aussi comprendre qu'une fois qu'on a parlé d'un thème avec un enfant, bien, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aborde plus du tout. C'est pas coupé au couteau. C'est plus qu'on outille l'enfant puis qu'on commence souvent par quelque chose qui est comme fondamental pour aborder le reste, qui est l'identification, l'expression des émotions. On va aussi aider l'enfant à reconnaître, oui, les émotions, mais son discours interne au niveau des pensées et à re-questionner ses pensées, re-questionner ses perceptions. Et on va l'aider aussi dans cette première phase-là à développer des meilleurs moyens pour gérer ses émotions, ses comportements, mais souvent aussi un peu de gestion de symptômes. Par exemple, dans la gestion des émotions, des trucs pour se relaxer, ça peut être très utile avant le dodo pour les enfants qui, entre autres, ont des pensées envahissantes et qui ont de la misère à trouver le sommeil. Ces 3 premières composantes-là sont très aidantes pour aller ensuite aborder de façon un petit peu plus précise la situation d'agression sexuelle. L'enfant est comme mieux équipé pour aborder, parler de ce qu'il a vécu. Dans la deuxième phase, vous remarquerez, peut-être que ceux qui sont plus loin ne le voient pas, il y a certaines composantes qu'on a mis en vert dans le PowerPoint. En fait, c'est que ce sont les thèmes où, advenant que quelqu'un aurait une intervention à faire très, très, très court terme, pour X raisons reliées à son contexte de travail, les composantes qu'on a mis en vert sont celles qu'on vous suggérerait d'aborder si vous n'avez pas le temps de faire un processus complet. Donc, dans la deuxième phase, justement, un de ces éléments en vert-là qui est essentiel pour nous, c'est de transmettre de l'information à l'enfant sur le phénomène de l'agression sexuelle et les conséquences, mais en général. Donc, on ne parle pas de son expérience typique à lui, mais bien l'aider à comprendre ce que ça peut être là, pour d'autres enfants aussi qui ont vécu ça.
Et graduellement, là, on va aller vers parler davantage de son expérience à lui, donc dans l'exposition graduée qui se fait par un projet qu'on appelle le récit narratif, où l'enfant va être amené à parler de ses souvenirs en lien avec la situation d'agression sexuelle. Je dis agression sexuelle, mais ça peut être plus large, c'est-à-dire ça peut être le dévoilement, ça peut être les conséquences aussi de l'agression sexuelle a eu sur sa vie, par exemple, si l'enfant a été placé ou il y a eu un interdit de contact qui a été amené. Donc, on parle de la situation d'agression sexuelle, mais au sens plus large. Et à travers ce projet-là de récit narratif, on va amener l'enfant à nommer ses émotions, ses pensées, et c'est entre autres un des moyens qu'on a pour s'assurer que l'enfant n'entretient pas d'erreurs de pensée en lien avec ce qui lui est arrivé. Et par la suite, dans la troisième phase, on est vraiment plus dans l'aspect vers le futur. Donc, on prend le temps de faire de l'éducation à la sexualité saine et de vraiment le démêler de l'agression sexuelle. Les enfants mélangent souvent agression sexuelle, sexualité. Il y a le mot sexuel dans les deux cas. Donc, des fois, ils pensent que l'agression sexuelle fait partie de la sexualité. Donc, c'est important de recadrer ce qui est sain. Et on développe les habiletés de protection de soi. Alors, au niveau de l'évaluation des effets, on a réalisé 2 études distinctes. Donc, une première analyse qui a été réalisée auprès d'un échantillon de 101 enfants âgés de 6 à 12 ans, qui ont été contrastés à un groupe d'enfants témoins, donc d'enfants victimes d'agressions sexuelles qui recevaient ce qu'on appelle les services usuels. Alors, on a évalué, donc, en faisant des mesures pré-post, donc avant l'intervention et après l'intervention. Dans les indicateurs qu'on a retenus, on s'est rendu compte que les résultats avaient démontré des résultats très positifs, en fait, dans le sens que lorsqu'on questionne l'enfant, on voit qu'il y a une réduction significative au niveau des symptômes de stress post-traumatique, des symptômes d'anxiété rapportés par les enfants, symptômes de dépression, sentiment de culpabilité. Il y a aussi une meilleure estime de soi qui est rapportée. On n'a pas de différence significative lorsqu'on regarde la variable de soutien maternel. Par contre, on a une différence significative lorsqu'on regarde la variable de attachement à la figure maternelle. On peut penser que notre mesure ici de soutien maternel vise vraiment le soutien spécifique à l'agression sexuelle, en le sens, est-ce que la mère a cru l'enfant, est-ce que la mère a sollicité des services? Alors, on peut aussi avoir un certain effet plafond, dans le sens que toutes nos familles reçoivent des services et tous les parents ont accepté les services. On n'a pas d'effet, par contre, sur les stratégies de coping d'approche, mais par contre, les enfants utilisent moins souvent des stratégies d'évitement, qui sont des stratégies moins efficaces pour gérer les problèmes rencontrés. L'évaluation indique aussi que les parents rapportent que les enfants vont mieux, moins de symptômes de stress post-traumatique, moins de symptômes de dissociation, moins de troubles intériorisés et extériorisés. Même si le traitement est un traitement centré sur l'enfant, comme Sophie l'a mentionné, le parent est invité à participer à des rencontres. Et là, on a voulu quand même évaluer s'il y avait des effets positifs pour les parents qui accompagnent l'enfant. Et les résultats indiquent que les parents rapportent moins de symptômes de stress post-traumatique, moins de détresse psychologique après l'intervention et aussi moins de sentiments de culpabilité ou de blâme. C'est sûr qu'on regarde ces résultats-là, on parle des effets moyens, on regarde un peu la moyenne du groupe. Une autre façon peut-être de témoigner des résultats, je ne sais pas si vous voyez clairement sur le diapo, mais on a ici le pourcentage d'enfants qui atteignent un seuil clinique pour différents indicateurs. Dans la première rangée, en haut, vous avez ce qui arrive pour le groupe de comparaison qui n'a pas bénéficié de services à Marie-Vincent. Et la deuxième rangée, le groupe qui a bénéficié des services TFCBT à Marie-Vincent, pour lesquels on voit que le pourcentage d'enfants qui atteignent un seuil clinique diminue de façon significative pour les 6 indicateurs qui ont été retenus, soit l'anxiété, dépression, symptômes de stress post-traumatique, dissociation, problèmes intériorisés et extériorisés. Alors que pour le groupe témoin, le groupe de comparaison, il y a juste une diminution significative des symptômes de stress post-traumatique entre le pré-test et le post-test. Finalement, plus récemment, on a fait une autre analyse. Alors, on s'est un peu questionné sur est-ce qu'on a l'existence de sous-groupes particuliers qu'on peut identifier à travers la clientèle qui consulte à Marie-Vincent. Alors, donc, les enfants qu'on a vus jusqu'à maintenant, là, ça s'est basé sur 398 enfants âgés de 6 à 12 ans. On a fait une analyse qu'on appelle une analyse de classe latente, donc pour essayer d'identifier certains sous-groupes
à partir des indicateurs qui qualifient le trauma complexe, c'est-à-dire d'une part, non seulement considérer des symptômes de stress post-traumatique classiques comme l'évitement, l'hypervigilance, mais aussi de considérer des atteintes au niveau de l'estime de soi, au niveau de la capacité, par exemple, au niveau des relations interpersonnelles et les difficultés de régulation des émotions. Alors, l'analyse, en fait, démontre qu'on a en fait 3 sous-groupes d'enfants parmi les enfants qui consultent à Marie-Vincent. 21 des enfants qui présentent ce qu'on pourrait qualifier d'un trauma complexe, donc une atteinte dans les différentes sphères évaluées. 50 des enfants qui démontrent un profil plutôt de symptômes de stress post-traumatique plus classique, donc surtout évalué par l'évitement, l'hypervigilance, la reviviscence, et 29 d'enfants qu'on pourrait qualifier de résilients, dans le sens que comparativement aux autres, ils ont beaucoup moins d'atteintes au niveau des sphères évaluées. Alors, la bonne nouvelle, quand même, lorsqu'on regarde ces résultats-là, c'est que si on regarde l'évolution en cours de thérapie, donc suite à la TFCBT à Marie-Vincent, les 3 groupes s'améliorent. Donc, même si le groupe de PTSD, de trauma plus complexe, affiche plus de difficultés en partant, il reste que leur évolution est positive. Donc, au bout du traitement, ils en bénéficient et leurs symptômes se voient être réduits. Et même le groupe d'enfants résilients bénéficie aussi du traitement parce que leurs symptômes de troubles de comportement intériorisés et extériorisés diminuent aussi après avoir participé au traitement. Donc, ça nous donne un peu une indication que après les 10 ans d'expérience de cette approche-là, Marie-Vincent, on peut dire avec confiance que le traitement amène les effets escomptés. Et non seulement ça, mais le traitement semble être efficace pour différents groupes d'enfants. Alors, je vais maintenant céder la parole à Sophie qui va nous aborder les conditions facilitantes pour l'application de ce traitement. Donc, pour vous illustrer les conditions facilitantes, conditions gagnantes, j'ai décidé de partir d'une histoire de cas, en fait, d'une petite fille que j'ai vue à Marie-Vincent il y a quelques années. Donc, Alicia, qui n'est évidemment pas son vrai nom, mais on va l'appeler Alicia, avait 11 ans lorsqu'on l'a vue à Marie-Vincent et elle avait été victime d'agression sexuelle de la part de son père. L'année d'avant, probablement quand je l'ai vue, le dévoilement avait été fait dans les 6 mois, un an auparavant. On parle d'agression sexuelle qui avait été faite sur une courte période. En fait, Alicia vivait avec ses parents biologiques et son petit frère, ainsi que les grands-parents paternels, ainsi que des oncles et des tantes. Donc, c'était une grosse maisonnée et plusieurs membres de la famille vivant ensemble. Et les agressions sexuelles ont commencé, dans le fond, quand la mère a décidé de se séparer, donc a quitté le nid familial, et Alicia allait chez son père un week-end sur 2. Et c'est à ce moment-là que les agressions sexuelles ont débuté, et ça a duré peut-être quelques mois, et rapidement, Alicia a dévoilé. Et dévoilement qui s'est très bien fait, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire que la mère a cru, s'est montrée soutenante, a entrepris les démarches nécessaires et s'est mobilisée rapidement. Donc, on peut voir ici, sur le graphique, c'est le profil d'Alicia au CBCL au moment où elle a débuté, donc l'évaluation pré-thérapie. Et ce qui ressortait le plus, qui était cohérent là, avec ce que la mère me rapportait en entrevue clinique, c'était vraiment des comportements agressifs. Alicia, qui était une enfant qui avait été assez calme et qui était quand même une enfant affirmative, mais qui n'avait jamais fait de crise de colère, vraiment là, faisait plusieurs crises importantes à la maison, qui déstabilisaient un peu la mère qui n'avait jamais eu à gérer ça. Il y avait aussi des difficultés au niveau de l'attention qui ne se manifestaient pas tant à l'école. Ses résultats scolaires s'étaient maintenus. C'était une enfant qui était intelligente, vive d'esprit, donc elle réussissait bien. Par contre, à la maison, ce que la mère rapportait, c'est qu'elle finissait pas, qu'elle commençait à papillonner un peu d'une activité à l'autre. Et il y avait le retrait qui n'était pas significatif, là, qui était au seuil, là, dans le fond, au seuil clinique. Il y avait des moments où, à la maison, elle avait plus tendance à s'isoler. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alicia, suite au dévoilement, avait, en plus à gérer ses difficultés avec l'agression sexuelle, avait d'autres difficultés à gérer dans le sens où les grands-parents et les oncles et tantes n'ont pas cru Alicia, n'ont pas cru la situation d'agression sexuelle. Donc, elle n'avait plus de contact avec son père, mais plus avec sa famille non plus, avec qui elle avait vécu
toute sa vie. Donc, c'était pas clair les difficultés, si c'était tout associé à l'agression sexuelle ou au contexte plus large. Et le père était parti dans la brume par ailleurs, suite au dévoilement probablement pour ne pas se faire arrêter ou questionner, il a comme disparu, la famille n'en avait plus de nouvelles. Alicia voyait quand même ses grands-parents, mais sous visite supervisée, mais vraiment de courte période dans les bureaux là, des centres jeunesse. Quand on a évalué au niveau le questionnaire qui évaluait la présence de l'état de stress post-traumatique, ce qui ressortait, c'est qu'Alicia présentait quand même un niveau modéré, ce qui était concordant encore là avec les entrevues cliniques qui ont été réalisées. Et entre autres, l'espèce de papillonnement dont la mère parlait, la difficulté de terminer les choses, pour nous, ce n'était pas associé à une difficulté d'attention comme un TDAH, mais réellement plus à un symptôme de réactivité physiologique qu'on retrouve souvent chez les enfants qui ont des états de stress post-traumatique. Et la même chose pour ces crises de colère qui étaient dans le temps vraiment clairement là, arrivées en même temps. Donc, c'était très ciblé dans le temps que c'était associé à l'agression sexuelle. On voyait qu'il y avait une présence de dissociation, mais quand même pas très élevée. Et ça a été vraiment une thérapie qui s'est très bien passée avec des très bons résultats qu'on va vous montrer ensuite. Et ce qui a facilité ça, c'est qu'en fait, Alicia, elle a été crue tout de suite. Donc, le contexte de dévoilement s'est bien fait. Elle a été crue, soutenue, peut-être pas par toute sa famille élargie, mais quand même par sa mère. La famille, les rendez-vous ont pu être réguliers tant en raison de mon horaire ou les fériés ou tout ça, que parce que la famille était très assidue. Donc, ça fait une grosse différence. Ça a toujours été la même accompagnatrice. Dans ce cas-ci, c'était sa mère qui s'est présentée à toutes les rencontres. Il y avait vraiment un très bon lien d'attachement. Oui, il y avait des conflits, des crises de colère, mais dans les faits, on avait quand même à la base un bon lien d'attachement. Et la mère avait autorisé qu'il puisse avoir d'échanges d'informations entre partenaires, donc ça facilitait beaucoup le travail. Entre autres, il y avait une intervenante des centres jeunesse qui était impliquée dans la famille et on a pu se parler, coordonner les choses et travailler dans le même sens. Et dans les rencontres, Alicia participait activement, mais quand je rencontrais la mère, elle aussi se montrait très proactive et appliquait à la maison là, les conseils qu'on lui donnait. Et dans les rencontres conjointes, elle participait toutes les deux très bien. C'est sûr qu'on parle d'une enfant qui avait quand même à la base une bonne capacité d'introspection. Je savais quand les rencontres, maman réinvestissait les acquis à la maison, faisait pratiquer des choses et ça paraissait. Donc, quand Alicia revenait en thérapie, elle était déjà meilleure d'une semaine à l'autre. On n'était pas devant une enfant qui avait de la comorbidité avec d'autres difficultés. On n'avait pas beaucoup d'autres événements de vie difficiles. Donc, elle avait un bon niveau de fonctionnement avant la situation d'agression sexuelle et elle était dans un environnement soutenant, mais pas juste à la maison, bon réseau social, des activités de loisirs. Donc, tout ça a fait en sorte que, je ne sais pas si, peut-être qu'en arrière, vous ne voyez pas, là, parce que la deuxième ligne est très pâle, mais au moment de l'évaluation post-traitement, au niveau du retrait, c'était plus du tout significatif au niveau du CBCL. Au niveau des troubles de l'attention, non plus, parce que dans le fond, on avait géré les symptômes d'état de stress post-traumatique qui amenaient ce manque d'attention-là. Donc, le niveau d'attention est devenu bon. Et il y avait plus de comportement agressif ou délinquant. Peut-être qu'elle faisait encore des crises de colère, là, mais de façon qui ne surpassait pas les autres jeunes filles de son âge. Ce qu'on peut voir au niveau du PTSD, c'est qu'il n'y en avait plus. Ou à peu près plus, et qu'il n'y avait plus de dissociation non plus, même si c'était pas enlevé au départ, il y en avait quand même un peu, là, normalement, c'était enlevé. Il y avait quand même certains défis dans le dossier d'Alicia qui ont quand même s'il y avait des conditions gagnantes, il y avait quand même certains défis. Justement, la disparition du père, il a fallu attribuer un temps dans la thérapie pour reparler de ça et reparler aussi de la famille élargie, même si c'était pas directement l'agression sexuelle. Il y avait le frère aussi qui, lui, ne savait pas du tout pourquoi il ne voyait plus son père puis qu'il ne voyait plus les grands-parents. Donc, on a adressé ça, c'est-à-dire Alicia nous a permis d'ouvrir la situation avec son frère pour que lui aussi puisse comprendre un peu ce qui se passait à la maison. Et ce qui aurait pu être un autre défi, c'est que la mère, en début de processus, était un peu épuisée parce qu'elle devait gérer beaucoup de crises, sans parler de tout le reste, mais finalement, ça s'est quand même, somme toute, très bien passé. Alors, au niveau des défis qui sont rencontrés, on va tour à tour mentionner certains des défis.
Alors, c'est sûr que dans l'application d'une approche comme la TFCBT, les cas ne sont pas tous les mêmes, vous pouvez vous imaginer. Alors, des fois, le contexte de l'agression sexuelle, même le contexte de dévoilement peut apporter un défi supplémentaire. Alors, on peut penser que lorsque c'est comme une personne proche de l'enfant qui est impliquée, le dévoilement précipite une crise. Alors, donc, la famille a aussi à composer avec cette crise-là et quand même essayer de trouver les ressources pour pouvoir donner un soutien à l'enfant. On sait aussi que les enfants victimes d'agressions sexuelles, souvent, sont susceptibles de vivre d'autres formes de trauma. Alors, lorsqu'on regarde la clientèle qu'on voit Marie-Vincent, c'est environ entre 45 et 55 des enfants qui vont avoir vécu 4 autres traumas interpersonnels, soit la négligence, avoir été exposé à la violence conjugale, par exemple, ou vivre de l'intimidation par les pairs en milieu scolaire. Donc, ça peut aussi venir complexifier un peu le traitement. Lorsque Sophie l'a mentionné, il peut y avoir comme différents traumas à aborder en cours de thérapie. L'histoire le passé traumatique chez les parents, là encore, les données nous indiquent que 50 des mères qu'on voit, Marie-Vincent, ont elles-mêmes vécu une situation d'agression sexuelle. Au-delà de ça, 65 des mères rapportent avoir vécu au moins un épisode de violence conjugale au cours des 12 derniers mois. Alors donc, ce sont des situations qu'il faut souvent, avec lesquelles il faut composer. Il peut y avoir aussi d'autres situations qui vont survenir en cours de traitement, que ce soit un signalement, un placement de l'enfant. Alors, naturellement, ça va venir aussi être des éléments additionnels à gérer en thérapie. Il peut aussi y avoir certains cas où c'est arrivé moins souvent à Marie-Vincent, si on regarde l'expérience des 10 dernières années, mais où ce n'est pas le parent non-agresseur qui accompagne l'enfant. Alors, donc, ça peut être une relation qui est peut-être moins significative pour l'enfant. Si on regarde au cours des 10 dernières années à Marie-Vincent, c'est arrivé dans seulement 4 des cas que l'enfant est accompagné par un intervenant. Mais c'est sûr que dans ces conditions-là, c'est plus difficile, par exemple, de continuer à faire les acquis, de poursuivre ça dans le milieu familial, par définition. Au niveau aussi des possibilités que l'enfant refuse le traitement, bien, on était content quand même de voir, on avait des données là, qui ont été rendues disponibles dernièrement, où on a pu vraiment compiler, et ça arrive très, très rarement que les parents refusent le traitement. C'est arrivé dans moins de 5 des cas que les enfants n'ont pas eu de traitement, mais c'est souvent parce que le traitement n'était pas recommandé. En fait, un vrai refus, c'est arrivé seulement dans 8 cas sur 400 enfants qu'on a rencontrés. Donc, d'autres choses qui peuvent rendre, d'autres éléments qui peuvent rendre la thérapie plus difficile ou faire en sorte que les résultats sont moins bons ou que l'enfant récupère moins. Il y a la démobilisation de l'adulte accompagnateur. Donc, je vous disais qu'Alicia, sa mère, venait toutes les semaines, mais elle ne faisait pas juste faire le taxi pour son enfant pour l'amener en thérapie. Elle venait, mais pour s'impliquer dans la rencontre. Donc, on peut avoir un parent qui, parce qu'il est démobilisé, vient pas de façon régulière, ce qui, on le voit, fait que les bienfaits là, sont moins immédiats parce qu'on a besoin, le in and out, là, venir aux rencontres, ne pas venir aux rencontres, fait en sorte qu'on a besoin beaucoup plus de répéter, donc ça ralentit là, le processus. Mais le parent peut venir à toutes les semaines, mais pas s'impliquer et ne pas faire non plus en dehors des rencontres ce qu'on lui recommande. Parfois, c'est pas que le parent est démobilisé, c'est plus qu'il peut pas en raison de son travail ou de la distance. Donc, des fois, c'est d'autres raisons que la mobilisation là, qui font en sorte que c'est compliqué. Il peut y avoir une instabilité du milieu de vie dans lequel l'enfant évolue. Donc, si nous, on essaie de faire ouvrir l'enfant, de le faire s'exprimer au sujet de l'agression sexuelle, puis que c'est difficile pour lui, mais que quand il retourne à la maison ou qu'il retourne dans son milieu, il y a beaucoup de chicanes, il y a beaucoup de crises, c'est pas stable, il ne sait pas s'il va partir de la maison ou pas, il ne sait pas s'il va être changé d'unité ou pas, bien, c'est sûr que ça ne le met pas dans un contexte où il est disposé là, à s'exprimer. Il peut y avoir de la comorbidité qui vient compliquer les choses. Et il peut y avoir aussi d'autres facteurs qui étaient présents déjà dans la vie de l'enfant, qui sont présents maintenant, qui expliquaient ces difficultés autres que l'agression sexuelle. Quand on est capable, on va essayer de les adresser en thérapie, mais par contre, des fois, c'est plus large, puis on a besoin aussi de faire alliance avec des partenaires, parce que des fois, ça concerne pas seulement l'enfant lui-même, mais des choses à mettre en place là, dans son contexte. Je vous dirais que les défis et les conditions gagnantes, c'est important de les identifier dès l'évaluation de l'enfant parce qu'ils vont nous permettre de
proposer un plan de traitement qui est plus adapté. C'est important aussi que les adultes qui accompagnent l'enfant et l'enfant y adhèrent. Par exemple, si on propose 15 rencontres, qu'on explique l'importance de les régularités et que les parents nous expliquent que pour eux, c'est impossible, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais pour différentes raisons, bien, il vaut mieux peut-être retrancher certains objectifs, retrancher certaines composantes et d'y aller avec une proposition de traitement pour le moment qui leur correspond plus. Donc, l'enfant, en sachant dès le départ ce qu'on pense que la famille et l'enfant est capable de faire, ça va permettre à l'enfant de vivre une réussite parce qu'il va commencer son processus pour on a plus de chances qu'il le mène à terme. Je préfère parfois enlever certains objectifs et se dire, bien, l'enfant reviendra dans quelques années ou quelques mois quand le contexte familial sera plus développé. Il va avoir eu certaines choses, mais on pourra poursuivre dans un deuxième temps. Merci. Alors, je crois que notre temps est écoulé. Alors, juste quelques secondes pour mentionner en conclusion que l'expérience au cours des 10 dernières années acquise à la Fondation Marie-Vincent nous donne bon espoir qu'on a trouvé un traitement qui peut être appliqué et implanté. Et aussi que même dans les cas, des cas où on rencontre des défis, on est capable de l'adapter pour bien répondre aux besoins de l'enfant. Alors donc, on pourra en discuter si vous avez des questions. Merci. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter succinctement là, ce qu'est le MBT, Mentalisation Based Treatment. Excusez l'anglicisme, Karen, c'est Karen qui avait écrit la présentation. Et on va vous parler de qu'est-ce que c'est comme modèle. À la toute fin, par ailleurs, parce que préalablement à ça, je souhaiterais là, vous présenter le rôle protecteur du jeu dans le développement du fonctionnement réflexif. C'est qu'on est parti de l'hypothèse que le jeu de l'enfant est un prédicteur de la capacité de mentalisation. C'est-à-dire qu'un enfant on va dire, le jeu d'un enfant qui a certaines caractéristiques, que je vais définir un petit peu plus tard, devrait être un prédicteur de la capacité de l'enfant à utiliser ses fonctions réflexives. Pourquoi je dis prédicteur? C'est que c'est clair que la mesure du fonctionnement réflexif, on n'en a pas avant l'âge de 8 ans. Présentement, on a uniquement le CAI qu'on est capable d'utiliser qu'à partir du moment où l'enfant a accès au langage, où il peut parler de ses états. Mais pour nous, le fonctionnement réflexif, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça là, du jour au lendemain. Il devrait y avoir un prédicteur. Il devrait y avoir des éléments qui nous amènent à penser que c'est un processus évolutif, qu'il y a quelque chose qui évolue dans le temps. Et on est parti du principe que la capacité à jouer, la capacité à développer à travers le jeu un narratif cohérent devrait être un prédicteur du fonctionnement réflexif, c'est-à-dire au moment où il serait capable d'élaborer lui-même ses états intérieurs. De sorte que je vais vous présenter les recherches qu'on a menées pour essayer de faire cette démonstration-là. L'idée étant, si on réussissait à faire cette démonstration-là, bien, ça validait un peu mieux notre choix d'utiliser le jeu de l'enfant comme traitement et ça nous permettait aussi d'aménager ou de réadapter la façon de faire de la thérapie de jeu. Okay? C'était pas, parce que les modèles de traitement par le jeu sont des modèles très peu spécifiques. On y va un petit peu au feeling, où on suit un peu l'enfant, alors qu'on voulait quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus limité dans le temps aussi, d'un peu plus focusé pour pouvoir agir le plus rapidement possible et peut-être mieux outiller l'enfant et possiblement aussi le parent face à ces séquelles. Je terminerai en vous présentant une étude pilote. C'est une étude pilote qu'on a fait un peu à rebours, là, parce que qu'on a fait il y a quelques années. C'est sûr qu'elle doit être revampée à partir des nouvelles réflexions qu'on a eues sur le traitement et qui doit être aussi remise
sous la loupe d'un processus évaluatif. Juste avant, je tiens juste à remercier là, nos alumni là, de l'Université Laval, ceux qui ont travaillé beaucoup autour de ce projet-là, et des étudiants qui sont encore impliqués dans ça à l'Université Laval, les derniers étant ceux qui sont déjà encore actifs. OK. Y a-t-il quelqu'un qui peut juste m'assurer? Oui, c'est ça. Qu'on me dise de temps en temps combien il me reste de temps, parce que j'ai tendance à perdre le fil du temps, moi. Je ne suis pas bien bonne sur ça. OK, si on revient à cette idée-là du jeu, pourquoi on est parti de cette idée-là que le jeu pouvait être un prédicteur du fonctionnement réflexif ou de la capacité de mentaliser? Hein? Est-ce que c'est des termes que vous comprenez, ça? C'est des termes nouveaux pour vous ou c'est des notions? Il y a peut-être, je ne sais pas trop, 5-6 ans, on n'entendait pas parler, mais maintenant, on dirait que c'est dans tous les soupers où on parle de mentalisation, où on parle de fonctionnement réflexif. Fonctionnement réflexif étant la mesure de la capacité de quelqu'un à décrire des états internes en fonction de soi ou de décrire les états internes qu'il imagine chez l'autre et aussi de réfléchir, cette capacité-là, à élaborer une idée sur les interactions de différents états, des états intérieurs. Le fonctionnement réflexif se mesure à partir d'une entrevue sur l'attachement qui s'appelle chez les enfants le CAI, le Child Attachment Interview. Bon. Le jeu, hein, pourquoi pour nous c'est assez synonyme du fonctionnement réflexif, c'est que le jeu, c'est une activité mentale, universelle, du jeune enfant qui reflète des efforts de se représenter des idées, des besoins, des sentiments, sans avoir à se référer à ses habiletés langagières, qui sont, plus ils sont petits, hein, plus les habiletés sont limitées. Fait que le jeu, c'est de fait une façon de mentaliser, mais ça veut dire qu'il externalise des besoins, des conflits, des inquiétudes, des soucis, des drames qui leur sont arrivés. Ils les mettent en scène. Le fait de le mettre en scène, c'est comme s'ils tentent de comprendre qu'est-ce que c'est ces différents aspects-là hein, qu'ils ont vécus, comme pensée, comme peur, comme conflit, comme confusion. OK? On sait que le jeu, chez l'enfant, ça joue un rôle pivot hein, dans le développement. Là. Les enfants qui sont déprimés ne jouent plus. Hein, on sait ça. Ils ont une capacité vraiment affectée à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils vont juste ruiner, parce qu'ils sont juste hein, coupés un petit peu d'eux. Des enfants agités sont incapables de vraiment mettre en scène un jeu. Hein? Ils passent de l'un à l'autre. Et ces enfants-là, quand on leur demande de nous décrire un peu qu'est-ce qui va avec eux ou qu'est-ce qui ne va pas avec eux, ils sont incapables de nous parler d'eux ou ils sont incapables même de le mettre en scène, ce qu'il y a qui va ou ce qu'il y a qui ne va pas. Les enfants traumatisés dans un contexte d'abus, il y a deux possibilités qu'on repère. Il y a l'enfant qui cesse de jouer. Pourquoi? Parce que la capacité de jouer implique un laisser-aller. Hein? Les enfants, là, quand vous les regardez aller, tu as l'impression qu'ils sont dans leur monde à eux, hein? Qu'ils s'abandonnent complètement. Puis des fois, nous, comme adultes, on va dire, bien, ah oui, pourquoi ça donc? Hein? Ils nous regardent comme si on était des newfies, là, tu sais, des gens qui ne comprennent rien, parce que pour eux, ils ont une idée de où ils s'en vont, alors que nous, pour nous, on est trop axés sur la réalité. OK? Ça fait qu'il y a une capacité, ça nécessite une capacité de s'abandonner. Un enfant qui s'abandonne
dans le jeu, risque d'être confronté à des sentiments qu'il ne veut pas revivre. Donc, on est bien mieux de ne pas jouer, on est bien mieux de ne pas rien faire, de ne pas bouger, se tenir serré, de faire nos devoirs comme il faut, de se faire dire qu'on est fine à l'école, et ça va bien aller. OK? Ces enfants-là ne sont pas capables de jouer. Ou, il y a d'autres enfants qui jouent, mais ils jouent des jeux traumatiques. Qu'est-ce que c'est un jeu traumatique? C'est des jeux qui se rapprochent énormément des traumas vécus. Il me reste juste 10 minutes. Vous n'êtes pas sérieux? OK, je vais aller vite. Est-ce que ça va au moins jusqu'à... OK. Donc, ça, je viens de dire ça. Donc, on a développé un instrument qui nous permet de mesurer le jeu. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la capacité d'un enfant à mener à terme un jeu complet. On appelle ça une résolution, c'est-à-dire un narratif cohérent. Un jeu, pour un enfant, si vous avez bien observé votre enfant quand il jouait, un jeu, ça a un début, un milieu et une fin. Quand c'est fini, les enfants arrêtent puis sont satisfaits. OK? 10 minutes après, hop, on recommence un autre jeu. Ça, c'est un jeu cohérent. Il y a un début, un milieu et une fin, s'il y a une charge affective, et il y a une histoire qui se tient debout. Ce qui fait qu'on a développé cette idée-là que la qualité du jeu ou la capacité à parvenir à une résolution dans le jeu est un indice de capacité à élaborer des affects, à s'abandonner, à construire une idée. Cette idée-là de construire un narratif, pour nous, c'est extrêmement important dans le traitement. Parce que, pour nous, le trauma, ce qui fait défaut, pour nous, là, c'est l'incapacité pour l'enfant de pouvoir dire ce qui lui est arrivé de façon cohérente. Hein? Pourquoi papa a fait ça? La personne que j'aimais le plus au monde. Cette espèce de confusion-là, ils sont incapables de l'élaborer. Fait que cette idée-là d'élaborer une idée devient extrêmement importante pour nous. Bon, on va aller un peu plus vite. Donc, comme je vous disais, pour nous, c'est important au départ de savoir si le jeu était un prédicteur du fonctionnement réflexif. De sorte qu'on a pris des enfants à 2 temps. Temps 1, les petits avaient environ 5 ans et demi. On les a revus au temps 2, 3 ans plus tard. Et on les a... 3 ans plus tard, ils avaient autour de 8-9 ans. Comme je vous disais tantôt, il faut qu'on attende 8 ans, 7 ans et demi, 8 ans, pour qu'on soit capable de mesurer le fonctionnement réflexif à partir du CAI. On avait 70 enfants, 39 avaient été abusés et 21 n'avaient pas été abusés, qu'on puisse les comparer. Les enfants jouaient, on analysait leur jeu en fonction de notre grille, et ce qu'on cherchait, c'est est-ce qu'un enfant est capable d'avoir un jeu cohérent? Oui ou non? Temps 2, fonctionnement réflexif. Les premiers résultats. On s'est rendu compte que la capacité à jouer, à parvenir à avoir une histoire cohérente, semble liée avec la capacité à comprendre l'autre. Le fonctionnement réflexif, c'est 2 choses essentiellement. C'est 3, là, mais on va dire 2. C'est me comprendre moi, comprendre l'autre, ses intentions, et l'interaction de l'un sur l'autre. Se faire manipuler, là, c'est qu'il y a une espèce d'interaction. Mais
Ce qu'on comprend, c'est que l'enfant qui est capable de jouer à 5 ans et demi de façon cohérente, c'est aussi celui qui, à 8-9 ans, est plus capable de comprendre l'autre. Hein? Ou qui est préoccupé, toute son énergie, son attention, c'est d'essayer de comprendre l'autre. Moins eux-mêmes. Au début, on ne s'attendait pas à ce résultat-là parce qu'on pensait que le jeu aidait à se comprendre soi et à comprendre l'autre. Hein? On dit toujours que le jeu, c'est la façon d'exprimer nos conflits, nos besoins, etc. Mais de fait, c'est pas ça. En tout cas, pour ces enfants-là, pour les enfants, même là, on mélangeait l'enfant abusé et l'enfant non abusé, il semble que la capacité de jouer, développementellement parlant, ça aide à comprendre l'autre. Et ça, pour nous, c'est un résultat extraordinaire, parce que c'est ça que l'enfant, hein, c'est l'impact le plus grand, je pense, pour l'enfant, qui est qu'est-ce qui vient de se produire. Hein? Puis notre idée, c'est d'essayer de l'aider à se protéger de l'autre. Hein? Parce que... OK. Je vais essayer de voir. Est-ce que... OK, je vais essayer d'aller vite. Bon, on a fait une régression hiérarchique et on semble trouver, de fait, que la capacité à jouer de façon cohérente, c'est contribue de façon unique, ça veut dire au-delà de l'âge de l'enfant, au-delà du niveau socio-économique de la famille ou au-delà du type d'abus qu'il aurait vécu, ça prédit sa capacité à saisir l'autre. Encore là, ça vient nous dire, si on travaille ça, hein, si le traitement vient nous aider, vise à focusser sur la compréhension de l'autre, hein, on voit que ces enfants-là seraient peut-être plus en mesure de développer des moyens pour se protéger. OK, on a fait un modèle. Notre modèle que j'avais prédit au départ, que l'abus a un effet sur le fonctionnement réflexif de l'autre, il ne l'a pas sur le self, semble être lié hein, dans le temps là, par la capacité à jouer de façon cohérente. OK. Ces premiers éléments-là, on les a couchés dans le chapitre 10 du livre là, qui avait été dirigé par Martine, Mireille et Marc Tousignan. Et là, c'est ce qu'on avait produit à l'époque reposait sur une étude pilote où on a comparé 15 enfants qui recevaient ce traitement-là où les enfants jouaient, mais avec une perspective plus de mentalisation, plus de focusé sur la compréhension de l'autre. Et le traitement a été offert sur 15 semaines à 2 fois semaine. À chaque semaine, on voyait l'enfant seul une fois en salle de jeu, et la deuxième fois, on le voyait 30 minutes seul et 30 minutes avec la mère. L'idée, c'est qu'on faisait jouer la mère avec l'enfant. Et le thérapeute commentait sur ce que la mère comprenait du jeu de l'enfant, sur si la mère voulait jouer, ne voulait pas jouer, etc. Mais tout portait sur comment la mère s'impliquait, ou comment, dans le fond, c'était tout minimalement là, d'aider la mère à mentaliser les efforts que l'enfant faisait pour jouer. Il faut bien comprendre pour nous qu'on ne vise pas, à la différence du modèle de Marie-Vincent, nous, on ne parle pas de l'abus. Hein? On va focusser sur des jeux qui sont traumatiques. Par ailleurs, quand on fait ça, on se rend compte que l'enfant arrive à parler de l'abus, éventuellement.
Ah, ça, c'est quelque chose que papa a déjà fait. Là, excusez-moi, là, messieurs, si je dis ça, c'est les premiers exemples qui me viennent à la tête, là. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de situations où on a eu à intervenir avec des mères abuseurs, mais ça peut être des frères, ça peut être aussi des grands-pères. OK. Bon, le manuel était comme je vous dis, on mentalise le trauma sur le plan technique, là. On mentalise le trauma. Donnez-moi 2 petites minutes, puis je vais terminer. 1 ou 2? Juste une? OK. OK, c'est beau. L'idée pour nous, c'est que, comme je disais, on ne focus pas sur le trauma en tant que tel, mais sur les jeux traumatiques. On vise beaucoup à aider l'enfant à retrouver sa capacité à jouer, pour ceux qui ne jouent plus, ou à élaborer un narratif cohérent quand c'est des jeux traumatiques. Je vais aller directement à l'efficacité. Si on fait des mesures pré-post, il semble que ce traitement-là, rapidement, a démontré un impact sur les comportements d'externalisation et de comportements sexualisés. Si on fait une espèce de relance 1 an plus tard, l'externalisation se maintient. Ça veut dire qu'il y a un impact encore au niveau que l'enfant contrôle mieux ses agirs, il est moins agité. Et aussi au niveau des comportements sexuels. Ça, c'est 1 an plus tard. Puis là, il faut bien vous compreniez là, qu'on est dans un registre où c'est notre première étude, c'est un pilote. Il y a sûrement plein de variables qu'il fallait qu'on contrôle, mais là, on y allait vraiment, on pourrait dire, assez simplement. Si on compare avec la liste d'attente, on avait une liste d'attente, on ne ferait plus ça aujourd'hui. On ne nous autoriserait plus à faire ça, là, de mettre des enfants en liste d'attente. Fait que soyez généreux avec nous. Les parents acceptaient parce qu'on leur garantissait qu'au terme de cette année-là, ils auraient le traitement. Ce qu'on remarque, c'est que les enfants qui attendent deviennent plus déprimés. Bon, mais la conclusion, on voit que le traitement a un impact sur les comportements externalisés, une augmentation d'affect dépressif chez l'enfant qui n'est pas traité, et que le traitement, d'une certaine façon, protège l'enfant dans sa capacité peut-être à faire des efforts pour comprendre l'abuseur. Je termine en disant que Karen et des collègues de Londres ont élaboré un manuel de traitement qui est pour les problématiques plus générales en utilisant cette idée-là de mentalisation. Désolée d'avoir pris plus de temps que supposé. Je vous remercie. Alors, Tatou et moi allons vous parler de l'intervention auprès des enfants qui présentent des comportements sexuels problématiques. Des enfants qui, on pense, méritent peut-être une plus grande attention pour réfléchir à un encadrement qui est peut-être mieux informé, plus sensible à leurs besoins, puis fondé sur des données probantes. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de vous présenter l'intervention qui est offerte au CIAF. Donc, c'est Tatou qui va présenter l'intervention. Au préalable, moi, je vais vous présenter ce qu'on a élaboré comme protocole d'intervention pour venir évaluer les retombées de l'intervention, donc l'évolution des jeunes en processus thérapeutique. Donc, c'est une intervention de groupe. Et puis, ensuite, on va vous
vous présenter quelques résultats préliminaires qui sont un petit peu plus préliminaires que prévu. Donc, on a un échantillon plus petit que prévu. Il y a eu des restructurations organisationnelles au SIAF au cours des derniers mois, puis c'est ce qui explique un petit peu là, les défis qu'on a rencontrés à cet effet-là. Donc, mais je pense que ça va quand même nous permettre de vous présenter le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis espérer que les résultats qu'on vous présente vont continuer d'aller dans la même direction par la suite. Alors, hier, on a vu la présentation, on a parlé de l'importance de bien définir les concepts avec lesquels on travaille. Donc, on prend quelques minutes juste pour définir le comportement sexuel problématique, donc des comportements qui impliquent les parties sexuelles du corps initiées par des enfants de 12 ans et moins et qui sont inappropriés d'un point de vue développemental et qui sont susceptibles d'être néfastes, soit pour l'enfant lui-même ou pour les autres. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur ces enfants? Alors, on sait que selon la plupart des études, ces enfants auraient presque tous eu une expérience de maltraitance dans leur vécu, dans leur passé, qui peut être l'agression sexuelle ou non. Et on sait aussi que ces enfants présentent un profil d'adaptation assez complexe, donc ils ont souvent d'autres difficultés d'adaptation qui vont au-delà des comportements sexuels problématiques. Donc, c'est une population qui nous préoccupe pour ces raisons-là. C'est une population qui nous préoccupe aussi parce qu'on sait que les gestes d'agression sexuelle qui sont posés, même s'ils sont posés par des enfants, peuvent être aussi graves et aussi intenses que s'ils étaient posés par un adulte, et donc générer des conséquences aussi graves. Au niveau de la prévalence, on n'a vraiment pas beaucoup d'études pour documenter dans quelle mesure est-ce que c'est un phénomène qui est omniprésent dans notre société. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait environ 16 % des cas d'agression sexuelle des gestes d'agression sexuelle qui auraient été posés par des enfants, donc de 12 ans et moins. On sait aussi qu'il y a environ 36 % des agressions sexuelles qui seraient commises par des mineurs. Donc, ça nous donne une petite idée là, de la prévalence de ce type de comportement. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans les populations qui sont prises en charge au centre jeunesse, il y aurait un enfant sur 10 chez les jeunes placés sous les soins de la protection de la jeunesse qui aurait posé des gestes d'agression sexuelle. D'autres études avec des plus petits échantillons parlent même d'un enfant sur 6. Donc, on serait à quelque part entre 1 sur 6 et 1 sur 10. Pour présenter, dans le fond, la programmation de protocole d'évaluation qu'on a monté, on s'est basé, pour commencer, sur les modèles étiologiques qui ont été proposés dans la littérature jusqu'à maintenant. Et les premiers modèles se basaient sur des modèles pour expliquer les troubles de comportement en général. Et par exemple, avec les travaux de Greenberg, et ont ensuite été adaptés adapté par Frédéric, entre autres, pour l'adapter au comportement sexuel problématique. Dans l'ensemble, il y a différents modèles qui sont dans la littérature, mais chacun des modèles a ces 4 composantes qu'on revoit là, un peu partout, donc des facteurs de vulnérabilité de l'enfant, donc toute la notion de contrôle, de l'impulsivité, des facteurs développementaux. On a des facteurs d'adversité familiale, donc la question de la supervision, les traumatismes, les événements stressants dans la famille, et des problèmes de santé mentale. On a aussi les 2 autres composantes qui réfèrent peut-être plus à des processus d'apprentissage ou de modelage que les enfants peuvent faire dans leur environnement familial, où là, il peut y être question de coercition parce qu'ils sont exposés à une forme ou une autre de violence dans leur environnement, ou un apprentissage ou une observation là, indirecte de comportement sexuel ou d'un environnement sexualisé, finalement, qui exercerait une influence. Donc, c'est les facteurs qu'on a voulu considérer dans notre protocole d'évaluation. Puis, il y a aussi les travaux plus récents d'Isabelle Boisvert qui a proposé une petite adaptation au modèle en mettant en lumière l'importance de considérer toute la relation d'attachement dans le modèle. Donc, on a aussi voulu intégrer cette variable-là là, qui est en jaune dans l'image. Alors,
Plusieurs dimensions, évidemment, sont évaluées chez les enfants qui présentent des comportements sexuels problématiques. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on s'est inspiré de travaux qui ont cours depuis longtemps. D'abord, en collaboration avec Martine Hébert, avec Marie-Vincent, on veut essayer d'avoir un protocole d'évaluation qui nous permet d'utiliser des mesures communes chez les enfants victimes d'agressions sexuelles et les enfants qui présentent des comportements sexuels problématiques. Donc, on essaie d'avoir ces mêmes dimensions-là. Il y avait les travaux de Marc Tourini à Marie-Vincent qui ont beaucoup aussi aidé à identifier des mesures intéressantes pour évaluer cette clientèle, notamment la mesure à partir de laquelle on a évalué les comportements sexuels problématiques. Donc, à Marie-Vincent, ils ont élaboré un questionnaire qu'on utilise maintenant également au CIAF, en collaboration avec le CIAF, qui est un instrument qui nous permet vraiment de bien venir contextualiser les comportements sexuels problématiques et de venir les détailler de façon un petit peu plus pointue que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, que les autres instruments, dans le fond, qui sont jusqu'à maintenant offerts dans la littérature. Puis, on a aussi voulu intégrer les travaux de Cavanagh-Johnson. Donc, ce qui est en rouge dans le modèle, c'est les variables que vous connaissez peut-être moins et qui sont plus spécifiquement en lien avec les comportements sexuels problématiques. Donc, ce sont les questionnaires qu'on a intégrés des travaux de Cavanagh-Johnson. Donc, évidemment, sur le plan personnel, on a des facteurs d'autorégulation. On veut aussi s'intéresser à la notion de sensibilité ou d'insensibilité émotionnelle, donc dans quelle mesure l'enfant manifeste une certaine empathie à l'égard de l'autre enfant impliqué. Évidemment, sur le plan familial, les pratiques parentales, les relations d'attachement. Puis, si vous regardez plus au niveau du développement psychosexuel perturbé, là, c'est là que les variables intéressantes de Cavanagh-Johnson se présentent. Donc, les valeurs et les attitudes à propos de la sexualité de l'enfant et les valeurs et les attitudes à propos de la sexualité du parent. On évalue aussi toute la question des frontières, donc les frontières personnelles, les frontières émotionnelles et les frontières physiques. Alors, on va rapidement vous présenter un profil sommaire. Un profil sommaire, ce que c'est, en fait, c'est que c'est une idée un concept de Martine Hébert qu'elle utilise déjà à Marie-Vincent avec les victimes. Et donc, on a voulu l'adapter. Ah, puis là, je n'arrive pas à le descendre. Ici. Oui. On a voulu l'adapter aux enfants qui présentent des comportements sexuels problématiques. L'objectif derrière ces profils, c'est vraiment de venir présenter aux cliniciennes d'un coup d'œil à l'évaluation et ensuite après le traitement, comment est-ce que les choses ont évolué, c'est quoi les facteurs qui sont les plus problématiques, quels sont les éléments sur lesquels on peut venir cibler l'intervention et d'avoir des mesures de groupe, donc par rapport à l'ensemble des enfants qu'on a vus qui présentent des comportements sexuels problématiques, puis par rapport à lui-même, donc en évolution. Donc ici, ce que vous voyez, c'est la mesure de comportement sexuel problématique qu'on a voulu venir détailler en petits, en concepts qui permettent de mieux comprendre quels sont les comportements qui sont présentés. Par exemple, il y a la notion des frontières physiques, la persistance, la coercition, quel type de conséquences est-ce que ça a généré, etc. OK. Donc, dans le fond, c'est ça. Le profil sommaire nous permet de venir détailler les types de comportements sexuels problématiques qui sont présentés. Je vais rester sur cette diapo-là. Puis de toute façon, quand on va vous présenter les résultats, vous allez avoir les dimensions qui sont évaluées par les profils sommaires. Ça nous permet aussi de venir détailler tous les items on est venu regarder. Donc, le défi, c'est ça, c'était de venir compartimenter les différentes dimensions du comportement sexuel problématique et c'est ce qu'on s'est attardé à faire. C'est ça, je vais laisser, dans le fond, Tatou vous présenter le plan d'intervention pour ensuite vous présenter les résultats. Comme ça, je vais arrêter de parler dans le fil à propos des profils sommaires. Donc, on vous présente le traitement, puis on reviendra là, avec ce que ça ressemble dans un profil sommaire. Donc, un peu à la manière de Sophie Bousquet et Martine Hébert, on a un beau mariage recherche et pratique. Et moi, je suis présente ce matin pour vous permettre une incursion dans mon monde de clinicienne. C'est pour ça que j'ai mis des petits amis à l'avant, parce que quand on travaille avec des enfants, ça prend beaucoup plus que des mots. Je pense que je fais du pouce avec la thérapie par le jeu un peu ici. Donc, ce que je vous propose ce matin, je pourrais vous en parler pendant 3 heures de ces petits minous-là, mais on va essayer d'y aller de manière très concise pour imager un peu qu'est-ce que le programme thérapeutique du CIAF qui est à l'étude par Mme Daigneault.
Alors, je vais passer rapidement, mais la littérature commence à peine à soulever les ingrédients clés qu'il faut incorporer dans les programmes thérapeutiques pour s'assurer d'avoir un effet. L'effet escompté est que les enfants n'abusent plus sexuellement. Il y a un petit truc au niveau de la nomenclature qui est important que je précise. Alors, Isabelle Daigneault vous a parlé de comportements sexuels problématiques. Au CIAF, on ne traite pas l'ensemble des comportements sexuels problématiques, mais bien une petite sous-catégorie assez importante qui sont les comportements sexuels intrusifs. Ce que j'entends par là, c'est les enfants qui abusent sexuellement d'autres enfants. Et donc, ça exclut les enfants qui auraient des comportements sexuels problématiques dirigés vers eux là, exclusivement. Donc, à partir de maintenant, je vais surtout parler des comportements sexuels intrusifs. Et comme c'est super long à dire, moi, je leur ai donné un petit nickname parce que je les aime bien. Et donc, je les appelle les fameux CSI. Cela étant dit, depuis les années 2000 que le CIAF tente d'élaborer une réponse sociale thérapeutique appropriée aux différents besoins de cette clientèle-là. Vous allez le voir un peu plus tard au niveau des résultats préliminaires. Ce n'est pas une clientèle facile. L'ensemble des défis que Mme Bousquet suscitait quand on travaille avec les victimes, ils sont présents avec nos fameux CSI si attachants. Alors, le programme qui est sous l'étude et qui vous est présenté ce matin, c'est la dernière mouture, donc le dernier essai clinique qui a été fait au CIAF. Il a été rédigé et mis en place à partir de 2013. Pourquoi il est sous étude et pourquoi j'ai la chance de vous le présenter ce matin? Parce que c'est un programme thérapeutique qui apparaît comme prometteur. Pourquoi prometteur? Parce que d'un point de vue de clinicienne, on assiste dans les dernières années à une chute spectaculaire du taux de récidive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être une soixantaine d'enfants qui ont bénéficié du service en 2013 à 2018. Et sur ces 60 enfants-là, j'ai eu un appel cette semaine, fait que je vais modifier mon chiffre. On a 6 enfants qui ont récidivé sexuellement. Ça sera l'objet d'une autre recherche. Qu'est-ce qui fait que 6 sur 60 poursuivent dans ces comportements-là? Mais si je calcule bien et que j'ai passé mes mathématiques de primaire, 60 moins 6, ça fait 54. Donc, j'ai 54 enfants qui n'abusent plus sexuellement. Ça fait beaucoup de victimes d'épargnés. Ça fait une société qui est plus sécuritaire. Et c'est pourquoi, pour nous, c'est un programme qui est prometteur. C'est également un programme qui est novateur. Pourquoi? Parce qu'enfin, on a des données scientifiques récentes sur lesquelles appuyer nos interventions. Donc, qu'est-ce que c'est ça, finalement, le programme d'intervention au CIAF? Donc, il est basé sur 3 approches thérapeutiques différentes. D'abord, l'approche systémique. On a finalement compris l'importance d'impliquer un parent. Pas juste impliquer pour faire le taxi, comme Mme Bousquet disait, mais parce que lui aussi a des choses à changer. Il faut travailler auprès du parent les habiletés générales, mais les habiletés également parentales spécifiques au comportement sexuel intrusif. Il faut travailler la relation d'attachement, comme Mme Daigneault le soulignait, et il faut modifier la dynamique familiale, parce que vous l'avez vu tantôt dans le modèle étiologique, un des facteurs de risque d'émergence des fameux CSI, c'est de l'adversité familiale. Alors, si on veut qu'un enfant n'abuse plus, encore faut-il travailler avec sa famille, avec ses parents. Donc, l'approche systémique. Il y a également toute la philosophie du Good Life Model, que je vais traduire librement et pas trop bien par modèle de Vicenne, qui est extrait du traitement de la délinquance sexuelle adulte. Quand je parle de philosophie, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris l'ensemble d'approches, mais seulement la philosophie, donc la façon de réfléchir au traitement de la délinquance sexuelle qu'on applique au comportement sexuel intrusif. Ce que ça dit, le modèle de Vicenne, c'est que si un enfant est bien dans sa famille, dans son école, avec ses amis, dans ses activités parascolaires, qui se sent bien dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, il y a moins de chances d'abuser sexuellement d'autres enfants. Alors, ce n'est pas un programme qui est répressif, c'est un programme qui est davantage axé vers la construction de facteurs de protection qui vont conduire vers la résilience. Dernière approche thérapeutique qui est nettement soulevée par la littérature scientifique, tant auprès des victimes qu'auprès des fameux CSI, c'est la thérapie cognitivo-comportementale selon laquelle l'ensemble des rencontres est construite. Donc, c'est un programme qui s'adresse aux enfants âgés entre 7 et 12 ans qui ont eu à tout le moins un épisode de comportement sexuel intrusif à l'égard d'un autre enfant. Ça dépend de l'âge de l'enfant, donc il faut respecter les stades développementaux. Et donc, il y a un groupe mixte pour les enfants âgés entre 7 et 9 ans et un groupe non mixte, garçons d'un côté, filles de l'autre, pour les préadolescents âgés entre 10 et 12 ans. Bien sûr, nos préadolescents ont davantage de capacités cognitives, affectives, sociales pour appréhender la réalité et donc la thérapie est un peu plus longue pour eux. Donc, ça va osciller de 10 à 14 rencontres, dépendamment de l'âge de l'enfant, mais également dépendamment des besoins de l'enfant et des besoins du groupe.
Sur ce, je vous ai apporté des amis pour réussir à vous exemplifier quelles sont nos techniques d'intervention qui sont basées sur les données scientifiques les plus récentes. Mais je vais avoir comme de la misère à rester au micro. Si, mettons, je parle super fort, on m'entend-tu quand même? Dans le fond, c'est pas si pire? OK. Vous pouvez me demander de parler plus fort, j'aurai une extinction de voix. Oh, ça serait super, ça. Merci. Hello. Testing, ça marche. OK. Alors, le programme comprend 8 modules différents qui sont tout autant d'habiletés que je cherche à développer chez les enfants. Ça marche toujours? Comme il y a un décalage de décibels. Alors, il y a 8 modules différents. Je vous en ai apporté 3 pour bien exemplifier différentes choses. Alors, la première chose qui est basée sur les données scientifiques les plus récentes, c'est l'importance de l'implication du parent. L'importance de travailler les fameux CSI dans un contexte familial aussi thérapeutique pour l'enfant que pour ses parents. Isabelle, ça te tente-tu de tenir mon outil? Alors, je vous ai apporté un vrai bricolage familial. Inquiétez-vous pas, j'ai la permission de la famille de vous le présenter. Ils sont très heureux, en fait, de participer à différentes conférences pour avoir la chance de sensibiliser des intervenants, des experts de la question. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est que le petit bricolage est divisé en 3 sections. La première section, c'est avant les comportements sexuels intrusifs. La deuxième section, maintenant que les adultes savent que j'ai des comportements sexuels intrusifs. Et la dernière, bien, pourquoi je m'investirais au CIAF? Qu'est-ce que je veux post-thérapie? Alors ça, c'est un garçon du groupe 10-12 ans, donc un préadolescent. Puis ce qu'il nous dit, c'est que, bien, avant, papa puis maman étaient heureux, puis lui aussi. Puis il avait le droit d'aller jouer au parc parce que les adultes, ils faisaient confiance dans ses contacts avec autrui. C'était quand même pas un ange. C'est pour ça qu'il y a une photo de lion qui rugit. Il était aux prises avec des difficultés de gestion de l'impulsivité et de l'agressivité. Maintenant que les adultes savent qu'il y a eu des comportements sexuels intrusifs, bien, il vit de la colère, il vit de la peine, il a le cœur lourd, il est conscient qu'il doit vivre un changement à travers le CIAF. Il sent que personne ne le comprend, puis il n'a plus la confiance de ses parents pour vaquer à ses différentes activités. Il n'a plus le droit d'aller jouer au parc. Il n'a plus le droit d'aller dans des fameux sleepovers chez ses amis. Et il n'a plus le droit de jouer à tout ce qui est technologique sans qu'un adulte soit penché au-dessus de son épaule. Pourquoi il veut s'investir au CIAF? Bien, il veut vivre profondément un changement intérieur. Le cœur lourd, il n'en veut plus. Il veut retrouver la confiance des adultes, resserrer le milieu familial, puis il va aller jouer au parc. OK? C'est pas facile d'arrêter. C'est beau, merci. C'est pas facile d'arrêter des comportements sexuels intrusifs parce qu'il y a une gratification sexuelle, il y a une réponse à un besoin psychoaffectif qui s'enclenche. Donc, il faut raccrocher nos enfants et nos familles à des gains réels, comme tu vas avoir le droit de jouer aux jeux vidéo, tu vas avoir le droit d'aller au parc puis de retourner dans les sleepovers, avoir une vie d'enfant normale. Autre technique que je vous ai apportée, ce que la littérature nous dit aussi, c'est que c'est des enfants qui ont des vulnérabilités personnelles assez impressionnantes. Ils ont des troubles de santé mentale divers, TDAH, TOP, troubles des conduites, etc. Mais ils ont également des difficultés d'apprentissage, les fameux 10 trucs machin, là, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, ce qui fait que tout ce qui est axé comme un modèle éducatif traditionnel, scolaire, ne fonctionne pas. Donc, il faut s'éloigner le plus possible des exposés magistraux et des exercices papier-crayon parce que l'apprentissage ne s'intègre pas et donc il ne sera pas en mesure de l'appliquer dans son milieu de vie. Alors, il faut utiliser davantage l'approche psychocorporelle. En bon québécois, ce que ça veut dire, c'est qu'ils doivent expérimenter avec un maximum de sens. Il faut que leur corps soit impliqué pour favoriser l'intégration des apprentissages. Alors, on a beaucoup réfléchi à, mais comment qu'on va leur apprendre à respecter la fameuse bulle personnelle, le respect des frontières interpersonnelles autrement que par un exposé magistral. Alors, je vous présente la technique d'intervention qu'on utilise avec eux. Là, j'ai 2 exemplaires que je vais soulever juste d'une main, comme si je travaillais au cirque. Sachez qu'au CIAF, il y en a beaucoup plus que ça. Je les mets au centre du groupe d'enfants et je demande aux enfants de choisir le ballon de leur choix, de le mettre sur leur front et qu'on va vivre une expérience fantastique qui s'appelle la collision frontale. Puis je leur demande de se rentrer dedans le plus rapidement possible. Quand l'intervention se prend fin, qu'ils ont essayé différentes sortes de ballons, on se rassoit ensemble, puis je leur demande, dis-moi donc, avec quel ballon c'était le plus cool de jouer? Et sans conteste, c'est toujours le plus grand. Ah ouais, comment ça, c'est le plus grand ballon qui est le plus cool? Bien, parce que c'est sécuritaire. Moi, je me suis pas fait mal, puis mon ami non plus, puis on revolait, puis c'était super cool, puis on riait.
Bien, sais-tu quoi, dans la vie, c'est la même chose. Si tu vas avoir du fun, ne pas te faire mal, ne pas faire mal aux autres, tu dois te tenir à une distance de un gros ballon des autres. Ça a l'air fou, hein? Mais c'est une des choses qui se rappellent le plus au terme de leur thérapie. Qu'as-tu appris au CIAF? À me tenir à un gros ballon de distance de mes amis. C'est simple, hein? Puis même pour les parents qui assistent à l'intervention, où on peut même prêter cette intervention-là dans les milieux scolaires, on fait juste montrer un ballon une fois de temps en temps. Ça veut dire prends tes distances. Présentement, tu ne respectes plus les frontières personnelles. J'aurai pas le temps, hein? Il nous reste un petit 5 minutes, je vais y aller super rapidement. Alors, une autre chose qui est basée sur les données scientifiques les plus récentes, c'est qu'on ne traite pas un enfant comme on traite un adulte. Alors, le CIAF a 30 ans d'existence et ça fait 30 ans qu'on traite aussi des délinquants sexuels. On ne peut pas extrapoler notre expertise, changer les modalités pour du bricolage et les appliquer aux enfants. L'enfant n'est pas un petit adulte. Il n'a pas les mêmes capacités d'appréhender la réalité et la dynamique sexuelle ne s'opère pas de la même façon. Alors, pour un adulte, c'est un acte qui est prémédité, qui est rationnel. Pour un enfant, c'est un acte qui est émotif, impulsif. Alors, je ne travaille pas le cycle de l'abus sexuel avec les CSI, mais je travaille la trajectoire comportementale qui est tirée de la thérapie cognitivo-comportementale. Je veux vraiment que tu présentes tes résultats préliminaires. Alors, si vous avez des questions, hein, tantôt dans la période de questions, vous pourrez me demander mes marionnettes, puis je pourrai revenir avec comment on travaille la trajectoire comportementale. OK, on va retourner avec celui-là. OK, donc on vous présente les résultats préliminaires. On est parti avec un échantillon de 17 et il manque quelques données parmi ces enfants-là, mais ça nous permet quand même d'avoir un aperçu sur les défis qu'on a abordés, que ces jeunes présentent, notamment au CIAF, là, qu'on appelle chez qui les enfants ont des comportements sexuels intrusifs, donc peut-être un petit peu plus dirigés que dans une autre population où ce serait des comportements sexuels problématiques généraux. Donc, principalement des garçons dans 76 % des cas. Les référents principaux, le centre jeunesse majoritairement, mais on a quand même des références qui viennent de d'autres milieux, les CIUS principalement, mais aussi une clientèle directe, donc qui vient chercher de l'aide volontairement. Les revenus sont hyper variables dans l'échantillon. Beaucoup d'instabilité de vie. Donc, on voit qu'il y a presque 60 % qui ont vécu entre 4 et 10 déménagements depuis l'enfance, depuis la naissance. Plus de 7 déménagements quand même chez 30 %, puis 10 déménagements et plus chez quand même un nombre de 3 enfants. Environ 23 % des enfants sont en famille d'accueil. Ceci étant dit, les centres de réadaptation dans l'échantillon qu'on a n'est pas si élevé, mais je pense que, Tatou, tu disais que ça arrivait souvent que des jeunes venaient aussi de centres de réadaptation ou de foyers de groupe. 61 % avec un diagnostic de trouble d'attention avec hyperactivité. Donc, ce n'est pas des blagues quand on dit que c'est un défi. Une thérapie de groupe avec 8 ou 6 enfants qui ont un trouble d'attention, en tout cas, une partie, 60 % qui a un trouble d'attention avec hyperactivité. Ça prend quelqu'un comme Tatou pour gérer une équipe, une thérapie comme ça. 88 % rapportent avoir vécu de l'intimidation ou du rejet social. Donc, c'était une donnée qui nous surprenait quand même. L'abus psychologique, je l'ai mis pour montrer qu'il n'était pas très élevé, parce qu'autrement, ce sont des données qui sont plutôt les données les plus élevées qu'on observait dans l'échantillon, là, étant donné que c'est un petit échantillon. Ceci étant dit, il y a 44 % des enfants dans cet échantillon qui ont vécu une agression sexuelle, donc presque la moitié. Et le nombre d'événements de comportements sexuels problématiques au cours de la dernière année. Donc, ça nous parle un petit peu de la sévérité des comportements qui sont présentés. Donc, plus de 3 comportements chez 35 % des enfants dans la dernière année, là, alors que la thérapie était engagée. Et 9 événements ou plus quand même chez un sous-groupe d'enfants qui est peut-être un peu plus persistant là, dans l'échantillon. Alors, les résultats qu'on vous présente sont sous ici, vous avez plusieurs des dimensions qui sont évaluées chez les enfants. Donc, on a la bonne nouvelle. On va commencer par la bonne nouvelle, c'est que toutes ces dimensions se sont améliorées à travers le temps, donc chez la plupart des enfants. On a les comportements sexuels problématiques
au total qui ont diminué: l'insensibilité émotionnelle, la délinquance, les difficultés relationnelles, l'agressivité. Par contre, l'intériorisation, il n'y a pas de différence. L'extériorisation et la détresse psychologique du parent. Ceci étant dit, ces différences, étant donné qu'on arrive avec un échantillon de 7 à ce moment-là, parce qu'il y a plusieurs des données qui étaient manquantes, ne sont pas significatives, mais on s'attendrait à ce qu'avec un plus grand échantillon, on ait des résultats qui donnent ce genre d'amélioration à travers le temps. Les dilemmes, c'est une des mesures qu'on utilise où on demande aux enfants, on confronte les enfants à des scénarios où des enfants présentent des comportements sexuels problématiques et on leur demande qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? On leur demande qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui n'est pas approprié. Puis on essaie d'identifier le nombre de réponses satisfaisantes là, chez l'enfant. On ferait ça au pré et au post et effectivement, on voit une amélioration importante là, chez les enfants. Puis même ici, on a une taille de l'effet, c'est significatif et on a une taille de l'effet qui est très, très forte. Et finalement, les autres dimensions, ici, ce que vous voyez un petit peu des dimensions des comportements sexuels problématiques qui sont évaluées, même s'ils ne sont pas toutes là. Donc, la perturbation du développement psychosexuel, donc ce que ça nous indique, c'est qu'il y a une différence significative là, à travers le temps. Il y a une diminution des comportements sexuels problématiques. Une meilleure régulation émotionnelle, diminution de l'anxiété et diminution sur le plan des sensations de l'image et corporelle. Donc, ça aussi, c'est une dimension là, qui est évaluée dans les comportements sexuels problématiques. Encore là, c'était une différence qui était significative. Donc, je laisse la parole à Tatou 2 minutes pour la conclusion. Même pas 1 minute. Oui, c'est ça. Alors, un petit mot pour... merci de votre attention d'abord. C'est un projet qui nous tient à cœur toutes les deux parce qu'on croit que dans un mariage recherche et pratique, bien, on travaille vraiment vers une mobilisation pour des pratiques exemplaires. On pense que si on est en mesure d'évaluer l'efficacité du programme qui nous apparaît comme prometteur, novateur, on va être en mesure d'exporter cette pratique-là ailleurs au Québec parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de centres qui offrent des services comme les nôtres ou comme ceux de Marie-Vincent. On pense que si on réussit puis qu'on réussit à prouver l'efficacité toutes les deux ensemble, mais qu'on est en mesure d'offrir comme adultes une société plus sécuritaire à nos enfants, puis qu'au final, l'ensemble de nos enfants vont être davantage bien dans leur tête, dans leur cœur et dans leur corps. Merci beaucoup.